Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes jeudi 22 août. Il reste plus que 8 jours de mercato. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à m'excuser pour ceux qui avaient vu le message hier dans l'onglet communauté. Ils ont vu que j'avais mis un sondage. Voilà, je devais lancer un live ou probablement lancer un live hier, qu'on parle un petit peu tactique, mercato sur Twitch. Mais malheureusement, je ne me sentais pas. Donc là, c'est des raisons personnelles. Je ne vais pas vous expliquer pour quelles raisons. On va avoir une petite phase tactique sur la fin de vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'une différente manière, on ne passe pas sur un site, on passera sur une phase de jeu en réel. Sur le match de Brest face à OM, voilà, donc je pense qu'avec le temps qui est passé, je pense qu'il n'y aura pas de droit d'auteur dessus. C'est sur le site de l'OM. Je vous montre une phase du match Brest-OM et vous allez me dire ce que vous en pensez, l'idée que j'ai sur cette phase-là. On y va tout de suite? On va pas sur la phase. On va d'abord sur le mercato, sur l'actualité. On y va sur quoi d'abord? L'abonnement. Hop, like, partage, la cloche, commentaire, et je crois que j'ai rien oublié. Et si je vous mets ça, c'est pas que voilà, c'est de gaieté de cœur, c'est pas que franchement, ça m'intéresse de le faire, que je suis heureux de vous demander à chaque fois de faire du racolage. C'est juste que voilà, c'est pour vous lancer dessus. Je manque un petit peu de confiance en moi, alors m'en voulez pas les amis. Voilà, donnez-moi de la confiance en mettant à chaque fois de la force. On y va, let's go. Sur quoi? Sur l'introduction. Et en parlant de force, donnons de la force à Faris Moumbagna qui s'est fait opérer hier. Donc apparemment ça s'est bien déroulé, il montre les pouces. Faris Moumbagna a été opéré, souhaitons-lui un prompt rétablissement. Force à toi Faris. Voilà mon petit message. N'hésitez pas à donner un petit message dans les commentaires. On ne sait jamais s'il passe par là. On ne sait jamais les amis. On ne sait jamais. C'est une chaîne OM, peut-être qu'il est intéressé, vu qu'il va être au repos, de regarder YouTube. Il va tomber chez Sebach Foot, il va voir Faris Moumbagna. Merci pour la force. Il va envoyer un message en dessous. Voilà, mettez de la force pour Faris. Plus il y aura de la force pour Faris, plus peut-être il y aura une chance qu'il passe par là. Et like, à partage, abonnement, cloche, tout ce que tu veux. Faris, si tu veux même, on fait une petite interview, entretien, il n'y a pas de souci. Allez, un jour ou l'autre. Allez, on enchaîne les amis avec l'actualité et on part directement sur la victoire de cette équipe-là. C'était hier avec Azdin Naï. Vous voyez qu'il fait un petit peu la tronche, c'est pour ça que je lui dis fais pas ta tête Azdin, t'es un ragnant, comme il dirait Pablo. Donc le ragnant Azdin avec Baimo Maïté, Greenwood, Delange, le petit Sternal et le petit Koum. Koum, c'est la deuxième ou troisième fois que je vous montre dans les équipes gagnantes. Attention qu'il n'ait pas pris l'habitude, comme Sternal, comme d'autres joueurs. Je crois que Greenwood était déjà gagnant lors d'une autre équipe. Voilà donc les gagnants d'hier. Félicitations à eux et bravo. Allez, on enchaîne avec autre chose. Peut-être un joueur qui gagnera une place. Justement, vous en souvenez de lui, c'est le jeune Rehman Daou. À l'entraînement, aujourd'hui, donc c'était hier, avec l'équipe 1. Et ça fait plusieurs fois qu'il y est avec l'équipe 1. Pour l'instant, il n'a pas eu de temps de jeu en match pro puisqu'on n'a eu qu'un match à jouer. Mais pourquoi pas avoir une chance cette saison? Je vous demande, écoutez ce que je vais vous dire. Le jeune milieu de 19 ans qui a participé au fameux ON Benfica, il avait joué une 25 minutes environ lors du gros OM Benfica ouvert et tout avec les crampes et on a gagné au péno. Voilà, n'est-ce pas Luis Enrique qui a tiré le dernier donc de la saison dernière, est avec le groupe pro. Et l'OM recherche encore un milieu. C'est vrai qu'on recherche encore un milieu. On est un petit peu en dedans là-dedans, dans ces postes-là. Question, je vous pose la question, aura-t-il du temps de jeu cette saison? Vu qu'il manque un joueur pour l'instant, et vu qu'on va recruter un joueur, vous avez vu dans la miniature, donc effectivement, Jonathan Rowe arrive à l'OM, voilà, on va le voir juste après. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Rehman Daou a sa chance d'avoir du temps de jeu? Il a que 19 ans, il va avoir 20 ans en novembre, si je ne me trompe pas de date de naissance, il est né en 2004. Donc moi, de ce que j'avais vu sur les deux rentrées qu'il avait fait contre Benfica et la deuxième en Ligue 1, je ne me rappelle plus contre qui, mais il avait fait quand même une belle prestation. Je trouve qu'il avait quelque chose. Voilà, en milieu de terrain, on l'a vu dans la phase de prépa, c'était en défenseur. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi s'il va faire un match, deux matchs. Tiens, donnez-moi le nombre de matchs que fera Rehman Daou cette saison à l'OM. S'il en fait 0, vous me dites 0. S'il en fait 10, il en fera 10. Voilà. 10 entrées, hein. Pas 10 matchs entiers, hein. Pas titulaire, bien sûr, ça va être compliqué. Mais donnez-moi le nombre de matchs qu'il fera, s'il en fera. Allez, on enchaîne. Justement, en parlant des matchs qu'ils vont faire, c'est ces deux joueurs-là qui reviennent. Selon Karim Attab, via barre des supporters chez Maritima Media, Ismaël Koné, donc le Canadien, a repris l'entraînement hier et Valentine Garboni n'en serait pas très loin. Donc là, on se dirige tout droit vers le OM Reims avec pourquoi pas Koné qui serait là. Pas peut-être titulaire, mais au moins il rentrera au moins et on le verra au Vélodrome. Carboni, pour l'instant,
C'est entre deux, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. On espère qu'il le reprenne donc aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est à 2h49. C'est un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un peu délicat. Mais je vous fais la vidéo quand même. J'ai failli pas la faire, mais je vous la fais quand même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait plaisir d'apprendre que Koné sera probablement là dans l'effectif? Carboni, pour l'instant, c'est pas encore sûr. Voilà, donc on va voir, on va attendre. C'est une bonne nouvelle, une demi-bonne nouvelle. Allez, en parlant des bonnes nouvelles, on bat un nouveau record, celui des abonnés. 49 000, on a passé la barre des 49 000. Est-ce qu'on va atteindre 50 000 pour l'année prochaine? On verra après parce que la progression est fulgurante depuis que Longoria est là. On va en parler de ça, c'est un sujet qui est précis, que je vais donner mon avis un petit peu en détaillant la chose. Nouveau record pour l'OM, record en France. 49 000 supporters abonnés au Vélodrome. Cette saison sans le soufre, comme un volcan. Alors, pourquoi je dis 49 000 abonnés? Parce que du côté du stade des Princesses, les parcs des Princesses, ils n'ont que 48 000 et quelques. Ils n'ont pas 49 000, je crois. Donc, en gros, ils ne pourraient pas avoir assez de place pour tous nos abonnés. Donc, malheureusement, vous avez un tout petit stade. Voilà, petit chiotte. Allez, on enchaîne. En parlant des chiottes, non, pardon, on va directement sur l'évolution, la progression fulgurante du nombre d'abonnés au Vélodrome depuis que Pablo Longoria est président, finalement. Voilà, il a mis une politique particulière et je vais en parler, je vais la détailler assez rapidement. Donc quand il est arrivé, Pablo Longoria, il y avait un système, une politique d'abonnement qui était différente. On était sur du 39 000 abonnés. Et cette fois, on est à 10 000 abonnés de plus en 4 saisons à peine. C'est énorme quand même. 10 000 en 4 saisons, c'est énorme. Alors pour quelle raison? En fait, il s'est dit, peut-être avec en concomitance et en accord avec, comment elle s'appelle, Macourt, il s'est dit, pourquoi pas avoir une garantie financière, manne financière sur les abonnés, au lieu d'avoir des paiements directement sur les stades, les matchs. Et oui, parce que si vous avez 39 000 abonnés et que vous faites une mauvaise saison, il y aura 39 000 qui vont venir, mais derrière, ils n'ont peut-être pas envie de venir les autres, et il y aura à chaque fois 39 000, 45 000, peut-être 50 000. Il n'y aura pas les 60 000 qu'on fait à chaque rencontre minimum. Alors que là, s'il y a 49 000, il y a déjà un grand nombre, et ça fait peut-être plus venir les personnes, il reste moins de place, et qui dit moins de place, dit peut-être plus d'afflux. Vous comprenez? Ça fait plus d'argent directement garanti, on a l'argent des abonnés. Par exemple, entre 39 000 et 49 000, il y a 10 000 places de différence. Sur 10 000 places, un abonnement, ça coûte minimum, dans les virages, c'est 180, je crois, 190 € le prix minimum. Et le prix maximum, ça dépasse allègrement les 1 000 €, voire 2 000 pour certaines places de luxe. Si on prend une moyenne à 500 €, et on en est loin de la moyenne à mon avis, l'abonnement de l'année, je parle. Imaginons 10 000 fois 500, ça fait combien? Ça fait 5 millions de garanties supplémentaires. Alors, sur ces 5 millions, on peut les refaire. Si vous avez 39 000 abonnés, on peut les refaire ces 5 millions. Mais il faut que tout le monde comble ces 10 000. Vous comprenez? S'ils ne comblent pas ces 10 000, eh ben on pourrait avoir de la perte. Alors que là, on a déjà l'argent. C'est pour ça qu'ils se sont dit du côté de la direction, ce système-là, ça permet de fonctionner avec une garantie supplémentaire. Par contre, il y a du côté négatif, c'est pour les supporters. On a moins de place. Donc, moi, à mon avis, il faudrait agrandir le stade. Agrandir le stade, pourquoi pas atteindre les 70 000, 75 000. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça serait la bonne solution. Qu'on atteigne, pourquoi pas, les 50 000 abonnés, 54 000 abonnés, comme il y a marqué là. Je vais vous lire le tweet parce que c'est particulier. Pour OM Reims, le Vélodrome affichera encore complet avec plus de 63 000 passionnés en tribune. Il reste encore quelques centaines, mais très peu de place pour aujourd'hui. Le graphique représente l'évolution du nombre d'abonnés depuis 2021 et depuis que Longoria est là et a mis ça en place. Et encore, on estime au club qu'on aurait pu atteindre cette année les 54 000 abonnés. Vous en rendez compte? C'est énorme, 54 000 abonnés. C'est les moyennes dans les autres stades en Europe, qui ont des 80 000, des ci et là. Et nous, on n'est qu'à 66 000 places. Voilà, en ensemble. 66 000, 67 000. C'est pas beaucoup, la différence. Donc, il faudrait, à mon avis, grimper un petit peu. Voilà, il faut grimper un petit peu. Là, on n'a que 15-16 000 de places supplémentaires qu'on peut payer au-delà des abonnés, et c'est difficile, 15 000 ça va très vite, 15 000 ça va très vite. Donc moi j'estime, il faut monter le stade. Alors je vais donner un chiffre, j'ai dit 70 000, 75 000 ça serait déjà pas mal. On monte de 66, 67 000 à 75 000, on passe pratiquement à 10 000 supplémentaires, ce qui correspond à peu près aux abonnés qu'on a eu en 4 ans. Ça c'est mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben vous n'êtes pas d'accord avec moi. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la conférence de presse qui se déroulera demain pour le match, pour l'avant-match OM Reims de dimanche. Donc demain, dès 17 h, la conférence de presse qui commence sur Twitch au OM officiel, gratuitement. Je vous la diffuserai comme d'habitude sur ma chaîne Twitch à partir de 16 h. Voilà, 1 heure avant. Par contre, là, c'est plus tôt. Parce que je peux me permettre de me préparer ici et là. Ce n'est pas vraiment tôt le matin ou en début d'après-midi. Donc là, j'ai vraiment le temps.
À 16 h, on se retrouve. On a 1 heure de laps de temps pour parler du mercato, pour parler de ci, de là, du match, pourquoi pas, de l'arrivée de Jonathan Rowe, de l'arrivée d'un autre attaquant peut-être, qu'on va parler juste après. Et voilà, on va passer un bon moment sur Twitch OM officiel. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent venir. N'hésitez pas. Il y aura Luis Enrique avec Monsieur Roberto De Zerbi. D'ailleurs, à mon avis, je crois ne pas me tromper que Luis Enrique va annoncer sa prolongation. Comme il avait fait Balardi, je pense que Luis Enrique va annoncer sa prolongation lors de la conférence de presse. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec justement le match de dimanche. Et après, on va sur le mercato. Hein. Je vous promets, vous inquiétez pas. Ça va très très vite. OM Reims sera arbitré par Hakim Benelhadj. C'est 8 matchs de l'OM arbitrés. 2 victoires de l'OM, 3 nuls et 3 défaites. Donc c'est moyennas, plutôt négatif. 10 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc c'est plutôt positif, plus 1 on va dire. Les cartons jaunes, 14 pour l'OM, 12 pour les adversaires. Un carton rouge, 1 pour les adversaires. Ça va, c'est à peu près équilibré. Et le dernier match, c'est une défaite. Et en plus, c'est contre qui? Contre nos adversaires, Reims-OM. Donc, est-ce qu'il ne va pas nous porter la guigne? Le dernier, on avait dit que c'était négatif. On s'en souvient, avec, je ne sais plus comment il s'appelait l'arbitre, là. Bon, bref, on s'en fout de lui. Mais celui-là, c'est moyennasse, parce que finalement, la dernière défaite, c'est contre Reims. Et c'était le 15 mai. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était une période où on perdait pratiquement tous nos matchs. Faut le comprendre, la saison dernière, elle a été dégueulasse. En espérant qu'on gagne là-bas contre Reims au Vélodrome. Une autre nouvelle concernant les Rémois, il n'y aura pas le Rémois Amadou Koné, suspendu 4 matchs après avoir déglingué Angel Gomez lors du match Reims-Lille. Il est suspendu pour 4 matchs, donc il ne jouera pas contre l'OM. Voilà une petite information, on fera un point précis en avant-match dimanche matin, avant la rencontre. Je vous ferai le petit point. Allez, on enchaîne. Des efforts, pardon. Allez, on part sur le mercato les amis, c'est parti. Je bois un coup. Des offres sont arrivées pour tous les joueurs sur lesquels De Zerbi ne compte pas, à l'exception de Paul Lirola. Que ce soit Gigot, Mbemba, Verretou, Ulysse Garcia, Azzedine Ounahi, tous ces joueurs-là que l'OM ne veut plus. Voilà, Azzedine Ounahi, il n'est pas écarté, il n'est pas dans le loft, mais il fait partie des joueurs qu'on veut vendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre deux. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, il est entre deux. C'est pas dans le loft, mais c'est entre deux. Voilà. Et Amin Harit, c'est comme Bamo Maïté. Vous voyez, on veut le garder, pourquoi pas en remplaçant, mais vu qu'on n'a pas vraiment de maille, il faut récupérer de la maille. Donc, les 5 joueurs que je viens de vous citer, donc Mbemba, Verretou, Gigot, Ulysse Garcia et Azzedine Ounahi, ont reçu des offres. Et ils n'ont pas tous accepté puisqu'ils sont toujours là. En interne au club, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont tous eu des propositions financières plus intéressantes que les conditions qu'ils ont à Marseille. Donc, on parle de salaire. Si vraiment ils sont intéressés que pour le salaire et pas pour le football, comme on l'avait dit dernièrement, il faudrait qu'ils partent. Donc les amis, allez, arrêtez de forcer. Vous êtes en train de porter préjudice à l'Olympique de Marseille et surtout à nous, surtout à moi. Voilà, ma chaîne, on aimerait bien recruter des autres joueurs, que je vous les annonce en direct. Voilà, moi j'aimerais bien que vous partiez s'il vous plaît. Voilà, partez s'il vous plaît, gentiment mais sûrement. Vous avez peut-être des contrats, il y a peut-être des clauses précises ici et là. Mais si vous êtes mis d'accord, comme on a entendu avec Paul Lopez, pendant sa conférence de presse de présentation du côté de Gérone, il a dit « L'OM ne voulait plus que je reste là, donc j'ai pris mes baloches, j'ai pris mon petit baluchon et je suis parti. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Si vous avez vraiment du respect pour vous-même, pour le club et pour nous, partez s'il vous plaît. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et abonnez-vous, cloche, like, partage. Allez, on enchaîne pour les lofters, on s'en fout d'eux. Donc, pour dire un petit peu, pour les lofters, ils ont quand même des autres pays pour partir après le mercato. Parce que le mercato se termine le 30 août, comme vous voyez en bas, France, Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre. Les top 5 européens, les Big Five comme on dit. Il reste les Pays-Bas, le Portugal, le Brésil pour le 2 septembre. On peut les vendre jusqu'au 2 septembre. Il reste la Suisse pour Luis Garcia, pourquoi pas, ou un autre joueur, on ne sait rien. Peut-être Gigot, c'est son niveau, je pense. 9 septembre. Le Qatar pour n'importe qui. Pour Verretou, il avait une offre. Donc le Qatar, 9 septembre. La Russie, le 12 septembre pour Gigot. Toi qui aimes le russe, vas-y, retourne en Russie. 12 septembre. La Turquie pour le 13 septembre. Et l'Arabie Saoudite pour le 6 octobre. Voilà un petit peu les destinations que je vous ai montrées, les plus importantes. Celles qui sont pertinentes pour décrocher quoi? Les moules de notre rocher. On n'a pas un rocher à l'OM, mais c'est côté de Monaco. Mais comme je vous l'ai mis là entre parenthèses, comme une moule sur son rocher, ils sont accrochés. Allez, on enchaîne pour autre chose. Maintenant, on enchaîne avec la recrue qui arrive aujourd'hui. Il va signer normalement aujourd'hui. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui. L'OM conclut un accord avec Norwich pour Jonathan Rowe. Alors, il y a 2 informations, 3 informations, 4 informations différentes en termes de prix. M'en voulez pas, si je n'ai pas le prix exact, si je ne me trompe de 10 000, 100 000, 500 000 euros, je m'emballe les steaks, les amis. Moi, du moment qu'on recrute un bon joueur, c'est ce qui m'importe avant tout.
Je ne suis pas comptable, c'est pas mon argent. Mais là, je vous cite deux informations différentes. Vous allez voir. Donc là, l'OM conclut un accord avec Norwich pour Jonathan Rowe. Il est anglais, oui. Il a 21 ans, oui. Et je vais vous lire un trade pour le détailler. Et on va voir un petit peu à qui on peut le comparer aussi. 16,4 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus avec clause de revente. Alors là, si on se dit là, c'est le tweet de Fabrizio Romano, je l'ai relayé, pile poil, comme il avait marqué. On se dit, mais bordel de merde, c'est un achat. Ben non, c'est pas un achat, c'est un prêt. Voilà, il n'a pas à préciser, donc moi j'ai mis comme il l'a mis à brut. Percy Télégraphe, un journaliste anglais, avait mis la même chose. Examens médicaux déjà réservés. Donc c'est pour aujourd'hui, logiquement. Here we go de Fabrizio Romano, donc c'est réglé. Derrière, il y a moi à la fin qui me dit prépayant de 3 millions. Oui, c'est une information de Foot Mercato dit avant-hier. Foot Mercato a changé son information. Moi, il n'y a pas de souci entre nous. Regarde, je te montre l'information. La dernière information du deal, et je vous précise une autre information, pour le même deal, accord entre l'OM et Norwich pour Jonathan Rowe. Et je pense qu'on est plus dans le vrai avec Foot Mercato qui nous précise quoi? C'est un prépayant de 2 millions d'euros. Bam, 2 millions directs. Option d'achat obligatoire l'année prochaine de 14,5 millions d'euros. Du côté de l'équipe, il parle 14 millions. Du côté de la province, il parle de 16 plus 4. Il y a beaucoup de chiffres différents. Je vais rester sur celui-là. Et on va rester sur celui-là, les amis. On va arrêter de chipoter. C'est entre 15 et 20, quoi qu'il arrive au total. Donc, 14 millions l'année prochaine, avec 2 millions cette année, plus une clause de revente préférentielle en faveur de Norwich. Alors ça veut dire peut-être qu'ils ont peut-être la priorité sur le rachat du joueur, ou alors c'est peut-être un pourcentage, peut-être, sur la revente. Je pense plutôt sur le pourcentage de la revente. Il n'y a pas marqué de pourcentage à droite à gauche, j'ai cherché. Donc on va rester sur le pourcentage. Après, s'ils ont une priorité sur le rachat plus tard, bah, ça sera une priorité sur le rachat. Je m'en fous complètement de tous ces petits points et bonus et ci là. Je ne suis pas comptable, les amis. C'est pas grave si je ne suis pas précis. Moi, c'est pour vous faire la vidéo. Je vous détaille qu'il arrive à l'OM. C'est le principal. Visite médicale prévue dans les prochains jours. C'était Foot Mercato qui nous disait ça. Ils n'étaient pas encore au courant que Fabrizio Romano nous envoie ceci. Jonathan Rowe qui part de Norwich, vous voyez de le dos, et qui arrive de face à l'OM au Vélodrome. Jonathan Rowe arrive. Visite médicale prévue demain, donc aujourd'hui, ce jeudi. Ce sera peut-être en fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, mais en tout cas, il signera logiquement soit aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, soit demain matin. Mais je pense que ça sera aujourd'hui pour être dans les clous par rapport à la LFP, tous les règlements pour l'enregistrer pour le match de dimanche. N'oublions pas, on est assez court. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça serait bon. Ça serait bon pour l'enregistrer maintenant. Donc, il faut le signer aujourd'hui. Comme ça, il pourrait, pourquoi pas, débuter dimanche, pardon, ou alors rentrer en cours de jeu. Moi, je pense qu'on fera notre compo peut-être lors de la conférence de presse. Tiens, on se fera notre compo ensemble, en live. Et je pense que Luis Enrique devrait être titulaire. À mon avis, il faut lui laisser un petit peu de chance d'avoir sa chance d'être concurrentiel avec Jonathan Rowe. Ne pas l'enlever directement et mettre Jonathan Rowe et ne plus faire jouer. Donc, faire jouer encore Luis Enrique qui a vraiment appris les préceptes. Et peut-être en fin de match, si on a 2-3 buts d'avance, le faire entrer pour une petite ovation. Voilà, comme peut-être Koné aussi. Hein. Moi, je ferais jouer Harit. Hein. Voilà, comme Koné, si on doit faire Koné à la place d'Harit, eh ben Koné en fin de match aussi, ça ne me dérange pas. Par contre, pour Kondogbia, il connaît les préceptes. Il devrait rentrer en milieu de terrain. Par contre, pour Brassier, il devrait être titulaire aussi. On en parlera pour la conférence de presse et notre compo. Allez, on précise le joueur maintenant. Allez, on y va. Jonathan Rowe, qu'est-ce qui est jeune et qui est attendu à l'OM? L'ailier de 23 ans, il s'est déjà trompé. D'Attack Scout, il a 21 ans. Ouais, il a 21 ans, il a 2 ans de moins, hein, il n'a pas 23 ans. Devrait rejoindre la Canebière pour 20 millions d'euros, bonus compris. Voilà, on va dire 20 millions max. Quel est son profil? Est-ce une bonne affaire? Que va-t-il apporter à l'effectif de RDZ? On enchaîne. Éléments de réponse dans ce trade. Et je vous lis le trade. Allez, j'ouvre petit à petit, les amis. On est à droite hein, pour l'écriture, là, ici. Jonathan Rowe est un pur produit de la formation des Canaries. Ah, bah c'est comme Nantes, les Canaries en jaune. Même si 21 ans est encore un jeune âge, oui, Rowe a explosé sur le tard, puisqu'il vient seulement de réaliser sa première saison pleine dans le monde professionnel en Championship. C'est sa première saison pleine. Hein. Il marque pas mal de buts, quand même marqué là, 13 buts, 4 passes décisives, 9 millions de valeur Transfermarkt, 2025 le contrat, et regardez les stats si vous avez envie. Jusque-là, il était cantonné aux équipes, de jeunes et réserves de Norwich. Jonathan Rowe est un joueur versatile. Alors, versatile, je le comprends, plutôt polyvalent. Voilà, polyvalent, c'est pas versatile. Versatile, c'est d'humeur changeante, mais moi, à mon avis, on peut se considérer ça comme un polyvalent. Voilà, c'est un joueur polyvalent.
donc il évolue à plusieurs postes, qui évolue principalement sur l'aile gauche de l'attaque, mais peut aussi évoluer à droite et dans le cœur du jeu. Il peut jouer à tous les postes attaquants, voilà, même en soutien de l'attaquant, même en pointe, pourquoi pas, pour dépanner. Pourquoi pas, pourquoi pas. Une capacité d'adaptation appréciée dans le football moderne. Vous voyez Sitemaps, et vous voyez Sitemaps, elle est vachement remplie. C'est-à-dire qu'il n'est pas cantonné vraiment sur le couloir gauche, sur le couloir droit, dans l'axe. Il est vraiment un peu de partout. Il y a un peu plus, si on regarde bien, vraiment plus précisément, je l'ai regardé, j'ai un peu plus avancé dans mon descriptif, dans le zoom plutôt, et on le voit plus un peu côté gauche. Par contre, il est aussi côté droit et même défensivement. Donc on va en parler, ça peut-être dans le trade. Voilà. Je continue. Si vous regardez les notes aussi à gauche, on a 58,6 sur 100 au classement Championships 29e. Il est 29e, donc c'est dans la moyenne. C'est pas terrible, mais c'est dans la moyenne haute, on va dire. Ailier de débordement, il est 58%, pardon, 27e au classement Championship. Donc c'est aussi dans la moyenne légèrement haute. Pour sa saison, c'est 38 matchs, 13 buts, 4 passes décisives. On peut le comparer. Enfin, lui, il le compare. Moi, je le comparais à d'autres joueurs. Après, vous allez voir, vous allez me donner votre avis. Profil statistique similaire à Kubo et Bailey. Moi, je vais vous montrer plus ou moins un autre joueur, deux autres joueurs, trois autres joueurs. Peut-être qu'on peut les mixer pour faire un Jonathan Rowe. Et on va voir après qui. Jonathan Rowe, on regarde un petit peu, a réalisé une première saison convaincante en Championship sans être au-dessus du lot non plus. Sa qualité première réside dans son physique et son athléticité. Rowe est une machine de guerre, solide sur ses appuis et doté d'une explosivité hors norme. C'est également un ailier qui ne va pas rechigner au travail défensif. Il va se dépouiller pour le collectif, quitte à peut-être parfois trop en faire, et que cela empiète sur sa productivité offensive. Donc il va perdre peut-être de la lucidité malheureusement. Son énorme point faible se situe dans la qualité de ses productions. Il y a encore beaucoup trop de déchets. Il doit absolument apprendre à épurer son jeu et peser dans le dernier tiers adverse. Actuellement, il gâche trop et ne met pas assez ses coéquipiers dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'il fait trop d'efforts un petit peu inutiles. Il devrait se trouver dans son style de jeu, dans son profil, qui peut dézonner, hein, certes, mais qui reste dans son style de jeu. Qui n'aille pas, par exemple, se transformer comme un latéral gauche. Voilà, qui reste dans son système de jeu, par exemple, milieu gauche, et les gauches peut-être piquer dans l'axe, pourquoi pas. Pas aller à droite, à gauche, se perdre sur le terrain. Voilà, tu peux perdre de l'influx nerveux, du physique, et derrière, tu manques de lucidité quand tu arrives dans les moments fatidiques. Que ce soit la passe pour ton adversaire, ou alors que quand tu veux marquer un but, eh ben, tu vas manquer d'efficacité. Je regarde les stats de votre côté, n'hésitez pas à lire. On voit que dans les buts, il est efficace, 97%. Les accélérations, fautes subies, donc il provoque et il récupère beaucoup de fautes. Tir cadré, il est vraiment efficace dans ses tirs. Voilà. Donc on a un joueur quand même qui a l'air pas mal offensivement. Et là, on regarde un petit peu d'autres data. Bon, on va pas les décrire parce que sinon trop long. C'est trop long les amis. Si vous avez envie de décrire, faites une petite pause et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne derrière. Son radar. Alors, pardon. Ah merde, zut. Alors on en est là. Son radar. Alors, hop. Son radar de comparaison avec l'ailier médian de Championship permet de mettre très facilement en exergue ses qualités et défauts. C'est pour le moment un joueur trivial, très bon dans les domaines et trop insuffisant dans d'autres. Alors oui, s'il est utilisé pour mettre en évidence ses qualités, il pourrait faire très mal, mais il devra également progresser sur ses faiblesses pour devenir un ailier complet capable d'apporter du danger et ne pas s'enfermer dans un stéréotype. On le voit là, donc en but, c'est efficace. Lui, il est en jaune, hein, Jonathan Rowe, et le médian, il est en rouge. Vous voyez, en rouge, c'est le médian Championship, le moyen. Le lié moyen en Championship, Ligue 2 anglaise, il est moyen, vous voyez, en rouge. Lui, il est beaucoup plus fort dans les buts, dans les dribbles réussis, dans les duels offensifs, dans les duels pourcentage offensif gagnés, dans le nombre de duels offensifs, pardon, dans les accélérations, dans les fautes subies, dans les tirs cadrés. Tout ce qui est vraiment provocation et marquer des buts, tenter des tirs, il est plus efficace, il montre plus. Par contre, dans tout ce qui est terrain gagné, passe dans le dernier tiers, création d'occasion, terrain gagné, centre réussi, c'est pas vraiment sa panacée, il est moins efficace. Comme les passes décisives attendues aussi, légèrement moins efficace. Ça va être un joueur qui va plus être moins collectif, on va dire. C'est moins collectif qu'un Luis Enrique. C'est la comparaison avec Luis Enrique est totalement différente. Lui, il ne va pas hésiter à provoquer. Alors qu'un Enrique, il va provoquer, mais vous avez vu, c'est un joueur qui a beaucoup hésité dans son début de carrière. Peut-être qu'il va le moins le faire cette année, mais lui ne va pas hésiter. C'est son style de jeu. Voilà, il aime ridiculiser ses adversaires. Il l'a dit lors des conférences de presse qu'il a passées, lors de ses réponses dans les médias ici, là. Il aime ridiculiser ses adversaires. Je parle de Jonathan Rowe. Je continue, et hop, on descend un petit peu. On a quoi? Comme expliqué précédemment, Rowe est un... Comme expliqué... C'est où que c'est marqué?
Là, voilà. Comme expliqué précédemment, Rowe est un ailier versatile ou polyvalent, capable d'évoluer sur l'aile gauche mais aussi sur l'aile droite. Cependant, on constate assez rapidement que sa production statistique est beaucoup plus importante quand il est aligné sur l'aile gauche. Il semble donc pour le moment plus à l'aise dans ce rôle, plus à l'aise dans ce rôle, pardon, pas dans le rose, lol. Je sais pas ce que je dis. Bon bref, Jonathan Rowe, vous voyez, en ailier gauche, c'est vert, en ailier droit, c'est rouge. Et vous voyez que vraiment, le graphique, il est beaucoup plus rempli en vert. Il y a peut-être un domaine des passes décisives attendues et buts à l'avantage quand il est sur l'aile droite, peut-être parce qu'il est droitier, il a une meilleure frappe du pied droit, un centre pied droit pour les passes décisives attendues et les buts, peut-être plus efficace avec son pied droit côté droit que côté gauche. Quand il doit repiquer dans le côté sur son pied droit, il a peut-être plus de mal à faire la différence et à frapper. C'est peut-être plus difficile pour lui. Voilà, c'est ce que je pense. Je continue. Il est également capable d'évoluer. Oh, mais pourquoi il me change à chaque fois le truc? Alors, je suis désolé. Il est capable également d'évoluer dans le cœur du jeu, mais je pense que ce serait contre-productif de l'utiliser dans un tel rôle pour le moment. Cela le priverait de ses qualités majeures et il n'est pas encore formé dans la vision de jeu, l'utilisation intelligente du ballon pour vraiment peser dans ce rôle. C'est un avis subjectif, donc c'est son avis personnel. Il nous dit que vraiment dans le cœur du jeu, il peut pourquoi pas dépanner, mais c'est pas vraiment là qu'il va donner tout son plein pouvoir, cette pleine qualité. Pour l'instant, de ce qu'il a vu par rapport aux data qu'il a analysées, Datascout, qui est vraiment un gros compte, c'est côté gauche. Donc c'est là où on l'a pris pour qu'il joue côté gauche. Après, il peut dépanner côté droit, on l'a vu, et il peut dépanner aussi dans l'axe. C'est ça qui est bien avec ce joueur-là. Ça a l'air d'être pas mal puisqu'il est beaucoup de polyvalence. On continue. J'ai comparé la production statistique de Rowe sur les deux ailiers gauche de Championship qui ont tiré les regards cet été. Crescencio Somerville, n'est-ce pas, bonjour. Donc pour 30 millions à West Ham, il est parti. Et Jaden Philogène, je ne sais plus qui s'est mis les cité, il est parti pour 15 millions d'euros à Aston Villa. Somerville a réalisé une excellente saison. Rowe est encore loin de sa production statistique. Et c'est là qu'on comprend l'énorme que ça aurait été pour Rennes de signer Somerville cet été. En revanche, Rowe se rapproche un peu plus de la production statistique de Philogène, même si j'ai une préférence pour Jaden Philogène, donc, qui est un vrai joueur frisson et qui a pour moi une marge de progression plus importante que Rowe. Là, on voit les comparaisons, n'hésitez pas à lire, vous voyez, du côté de Somerville, c'est en gris, du côté de John Rowe, c'est en jaune. Vous voyez qu'en gris, il y a plus d'avantages dans le côté passe dans les derniers tiers, passe décisive attendue. Du côté de Somerville, il est plus collectif. Nombre de duels offensifs, eh ben, il en provoque plus aussi. Tir cadré, il est plus efficace aussi. Donc Somerville, il est quand même un peu plus complet dans les avantages qu'il a. Par rapport à l'accélération, par contre, Jonathan Rowe a l'air d'être une bombe, hein, de ce qu'on voit. On continue. Côté Philogène, voilà, Philogène, c'est plus dense que Somerville, mais il y a moins de pointes hautes. Il y a juste le nombre de duels offensifs qui est plus élevé. Dribble tenté aussi plus élevé. Terrain gagné plus élevé. Tir cadré plus élevé qu'un Jonathan Rowe. Par contre, ce qui est de faute subie et accélération et but, il est à l'avantage pour Jonathan Rowe. Toujours. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne avec peut-être la dernière randonnée. Jonathan Rowe. J'ai également réalisé une comparaison avec Ismaïla Sarr, tiens, à Watford. Voilà, on constate que les joueurs ont des profils similaires, très similaires, même si Rowe est très performant dans ses points forts. Par contre, la même faiblesse sur la construction et la création dans le dernier tiers du terrain. Vous voyez, en rouge, il y a Sarr, en jaune, et c'est Jonathan Rowe. Et c'est vrai que ça ressemble, la forme, ça ressemble avec des pointes hautes du côté de Jonathan Rowe, plus à l'avantage de Jonathan Rowe. Donc, en espérant que ça soit un meilleur Sarr. Voilà, on est un meilleur Sarr. Parce que si on récupère un deuxième Sarr, c'est pas notre panacée. Une petite comparaison avec la saison 2022-2023 de Luis Enrique. Comme toujours, à prendre avec des pincettes tellement les contextes et les temporalités ils sont différentes. Ne pas faire de conclusion claire sur juste le radar. Donc on peut voir que Luis Enrique, des passes dans le dernier tiers, terrain gagné, deuxième et troisième passe décisive. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Luis Enrique, c'est un joueur un peu plus collectif. Et dans l'efficacité, dans les buts, les fautes subies, il provoque moins Luis Enrique. Les accélérations, il a moins d'accélération, moins de provocation toujours pour Luis Enrique. Tout ce que je vous ai dit, pour Luis Enrique, ça sera plutôt le collectif. Et Jonathan Rowe, plutôt la provocation, le côté faire la différence et les buts, marquer les buts. Pour conclure, alors on va conclure, oh punaise. Pour conclure, les forces et faiblesses de Jonathan Rowe. Il n'a qu'une seule saison pleine dans les jambes, il peut donc encore mûrir et s'aguerrir, même si le prix est élevé par rapport au CV du joueur. La prise de risque n'est pas énorme, car même en cas d'échec, il ne devrait pas être compliqué de le revendre en limitant les pertes. Il devra apporter un profil que Roberto De Zerbi en possède pas encore dans ses rangs. C'est toujours sympa d'avoir un éventail de joueurs différents. Je suis persuadé que son attitude sur le terrain et sa faculté à se dépouiller pour le collectif plaira énormément au Vélodrome. Il n'a pas, par contre pour les points négatifs, il n'a pas survolé la Championship. Son profil n'offre pas une garantie de résultat immédiat. Il faudra être patient et indulgent avec lui.
Et vous savez comment on est du côté du Vélodrome, ça va être compliqué. Il doit absolument progresser dans certains domaines de jeu et gommer ses grosses imperfections qui sont trop handicapantes pour espérer être un titulaire régulier dans un grand club. En bref, Jonathan Rowe reste pour moi un pari, limité de par sa nationalité et son profil, mais je ne suis pas sûr qu'il ait immédiatement ce qu'il faut pour intégrer le 11 titulaire. Donc pour l'instant, il va être en concurrence avec Luis Enrique selon lui. Et Luis Enrique, c'est pas vraiment non plus le gros titulaire qu'on attend. Donc j'espère qu'il va prendre son temps, oui, mais j'espère qu'au bout d'un moment, il va être titulaire, qu'il va être beaucoup plus fort. Ou alors que Luis Enrique soit beaucoup plus fort. J'espère que l'OM le considère comme un profil à polir sur le moyen long terme, en lui laissant le temps de s'adapter, de progresser et qu'il ne sera pas lancé dans le grand bain trop tôt. Si l'objectif est d'attirer un titulaire en puissance, je pense que la piste Armand Lorienté était plus cohérente. Pardon. C'est ce que je vous avais dit. Moi, j'estime qu'une piste avec de l'expérience, c'était peut-être un peu plus rassurant. La garantie était là. Certes, le niveau, peut-être au bout du compte, sera supérieur du côté d'Euro. Mais du côté de l'Orienté, on avait quelque chose de garanti d'avoir quelque chose, un joueur de qualité qui connaisse la Ligue 1, qui parle français. Il n'y avait pas ce côté aussi anglais ici et là. Voilà. Par contre, le côté anglais, ça va peut-être un bien aussi pour Greenwood, qui se sentait peut-être tout seul. Bon, on verra bien l'avenir. Voilà, bienvenue à Jonathan Rowe, si tu signes aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir. Alors moi, je vous montre un petit peu. Je vous montre un petit peu de Jonathan Rowe. Vous voyez là, 1m78. Alors apparemment, il fait plus petit, mais bon, c'est pas grave. Donc il est droitier, il joue sur le côté gauche, dans l'axe et à droite. 9 millions de valeur. On va pas regarder ses stats ici et là. Je vais vous comparer le joueur à lui, Moses Simon. Voilà, Moses Simon. Pourquoi? C'est un petit peu le même profil. Il peut pourquoi pas dépanner son côté droit, voire dans l'axe. Par contre, il y a une différence, c'est qu'avec la puissance, il a beaucoup de plus de puissance Jonathan Rowe, une accélération, une élimination avec comme un Doku. Voilà, la provocation. Simon peut le faire, mais c'est moins important. Je mettrai un mix de ça. Alors attention, toute proportion gardée. Je ne vais pas dire que je compare Doku à Jonathan Rowe. Attention, Jonathan Rowe est encore à polir, comme on l'a dit. Il est plus jeune, il a que 21 ans. Il y a un an de différence, mais il a 21 ans. Donc Doku, Simon, et le troisième que je vais vous montrer, Iliman Ndiaye, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un quatrième, parce qu'il y a une surprise aussi, avec sa map. C'est qui, les amis? Je vous le montre. C'est Désiré Doué. Désiré Doué de Paris. Si on regarde sa map, c'est un des seuls joueurs dans ce poste-là, qui peut jouer ailier gauche dans l'axe et à droite, qui a un peu le même style de hitmap. Vous voyez la hitmap qui est assez complète. Les autres joueurs sont toujours côté gauche, côté droit ou dans l'axe. Lui, il est vraiment un petit peu éparpillé sur le terrain. Et peut-être qu'il se perd un peu trop lui aussi, Désiré Doué. Mais on va pas en parler, c'est un Parisien de merde. Donc, désolé pour le merde, mais c'est un Parisien. Et ça peut être un petit peu en comparaison avec Jonathan Rowe, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, regardez, c'est pareil. Ailier gauche, son point fort, dans l'axe et à droite. Voilà un petit peu la comparaison. 3-4 joueurs que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avec les joueurs qui ont été comparés avant, Bailey et je ne sais plus qui avant, Kubo. Pour les stats peut-être, je ne comprends pas. Kubo, c'est plutôt un gaucher, plutôt côté droit peut-être. C'est pas ça, Kubo? Si je ne me trompe pas, c'est le petit japonais gaucher. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec moi ou la comparaison de tout à l'heure? Allez, on enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Avec l'attaquant. L'attaquant, Neal Maupay. Everton veut toujours vendre Neal Maupay cet été. Et nous, du côté de l'OM, on vise plutôt un prêt avec option d'achat non obligatoire. Et ça pose problème. Donc, l'OM se penche désormais donc, sur d'autres profils, tout en gardant un œil, voilà, ou au coin de la tête, Neal Maupay. Voilà, c'est pas terminé pour Neal Maupay, on le met de côté, mais on va se positionner sur d'autres attaquants. Et vous allez me dire, mais quel attaquant, Seb? Eh bien, ça retombe encore. Un attaquant qu'on avait cité dernièrement. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça vous plaît ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, du côté du Portugal, du côté de Ojogo, on a parlé hier de cet attaquant-là. Vous vous en souvenez, c'est Simon Banza. Du côté de Braga, l'attaquant congolais de 28 ans a été écarté. Il a été placé en équipe B en attendant son départ. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il aurait négocié avec un club des Émirats, Émiratis, je ne sais pas comment on dit, et ça ne s'est pas fait, je ne crois pas que ça s'est fait, enfin, je ne sais pas si c'est encore en négociation actuellement, voilà, ils n'ont pas précisé dans l'article, mais du côté de Braga, ben, ils l'ont mis de côté. Avant son déclassement, un intérêt venant des Émirats intéressait le joueur. Voilà où on en est. Pour l'instant, l'OM suit la situation de Simon Banza, un attaquant qui a connu la Ligue 1, qui parle français, qui pourquoi pas n'a pas du côté extra-sportif. Il y a un profil différent d'un Eli Wahi. Il peut jouer pourquoi pas en pivot. C'est un grand de taille. Pourquoi pas, j'irai, pourquoi pas, voilà, en tant que remplaçant. Voilà, c'est pas un exceptionnel. Je sais pas, je vais vous dire. De toute façon, moi je vous ai dit, un attaquant qu'on va prendre maintenant, il ne faut pas s'attendre à un exceptionnel. Il faut s'attendre à un attaquant remplaçant, tout simplement. Voilà, on a pris Jonathan Rowe sur le côté gauche, qui va peut-être être le titulaire, mais cette fois, pour l'attaquant, il faut se dire qu'on va prendre un remplaçant, les amis. Voilà, c'est une opportunité qu'on essaie d'avoir.
On ne peut pas investir 150 millions non plus. Voilà pour Simon Manza. Si vous voulez voir ces chiffres, vous les avez là, les amigos. Je vous les remontre assez vite. Donc Simon Manza, 28 ans, 1m89, comme je vous l'ai dit, attaquant de pointe, 9 sélections avec le Congo, 2027 fin de contrat. Il a une valeur de 18 millions d'euros. Donc s'il faut le prendre, ça sera peut-être un prêt avec option d'achat pour l'année prochaine ou pour l'année d'après. C'est bien parce qu'il reste 2-3 ans de contrat. Ça, c'est bien. Il est droitier, avant-centre, deuxième attaquant. Il peut jouer en pivot, pourquoi pas. Il descend dans le jeu. Donc, du côté de Lens, il avait joué un petit peu en Ligue 1. Il n'avait pas trop réussi. Mais du côté du Portugal, il a fait une excellente saison l'année dernière. On peut regarder autre chose. C'est que l'année dernière, comme je vous le montre, 41 matchs, 23 buts, 5 passes décisives. Voilà plus ou moins pour Simon Banza. Maintenant, passons sur un autre joueur et un autre poste, les amis, c'est sur Sildia. En cas d'allègement de l'effectif, l'OM pourrait s'activer sur le dossier mis en sommeil, celui de Kylian Sildia. Donc, comme je vous l'ai dit hier, avant-hier, il y a quelques jours, si on vend un joueur, pourquoi pas Aminarit, pourquoi pas Bamo Meïté surtout, parce que c'est son poste, eh ben, on positionnerait sur des joueurs comme ça qui sont mis en sommeil, des dossiers comme Kylian Sildia ou comme, pourquoi pas, un attaquant que pour l'instant, on ne connaît pas. Voilà où nous en sommes pour Kylian Sildia. Pour l'instant, c'est en attente. Lui veut venir. L'OM s'est presque mis d'accord sur un prêt. Je ne sais pas comment est exactement la somme exacte, mais c'est sur un prêt. Je crois qu'ils ont ouvert la porte du côté de Fribourg, ce que j'avais dit dans les dernières vidéos. Je ne me souviens plus de tous les dossiers. Hein. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si vous êtes intéressé. Tous les jours, je fais une vidéo. Donc, pour Kylian Sildia, quand ça sera plus concret, on en reparlera plus précisément. Pour l'instant, c'est toujours du vague. On attend toujours de vendre avant de recruter. On enchaîne avec quoi les amis? Avec les pistes terminées. Voilà, le petit OM, vous avez relayé une information hier qui n'a pas été relayée par aucun autre compte. Donc on va dire que c'était peut-être du fake pour se mousser un petit peu. Je ne sais pas en tout cas si tu as une information, il faut me le dire. Mais moi, de ce que je vois, il a signé du côté de Strasbourg. Je parle de qui? De Sékou Mara. Donc next pour Sékou Mara, il ne viendra pas à l'OM. On enchaîne et maintenant on enchaîne sur un coup de gueule que j'avais envie de passer avant de partir sur le côté tactique. Coup de gueule d'Azen, vous attendez quoi pour changer vos tarifs de merde là? Les 40 € là, au bout d'un moment, pour la Ligue 1. L'avis d'un supporter de Ligue 2, de Caen exactement. La suite sur son avis résume bien sur ce business qui est devenu le football, ce sport qu'on aime tous, que j'adore, et qui devient de plus en plus honteux, point de vue financier. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à suivre. Voilà, donc moi, pendant un moment, je me dis, putain, est-ce que je vais payer tous ces abonnements? 40 € pour un abonnement, je vous le montre en gros. 40 € pour un abonnement sans engagement, avec 8 matchs sur 9 de Ligue 1, c'est scandaleux. D'autant que je suis supporter d'une équipe de Ligue 2, nous dit le supporter de Caen, de la Ligue... pardon. Donc je dois rajouter à ça le prix de Bein. Si on pense en plus au match de la Ligue des Champions, ça doit faire près de 100 € par mois juste pour regarder du foot le week-end. C'est hors de question. À la fin de l'année, ça fait presque un SMIC. Presque un SMIC. Et je termine avec l'avis, le deuxième avis. Je me rends compte que le football professionnel n'est malheureusement plus populaire depuis longtemps. Les places dans les stades sont de plus en plus chères. Les maillots officiels coûtent tous aux alentours de 100 €. Et encore, 100 €, c'est le basique. Hein. C'est le basique, c'est 95 € le basique. Si vous voulez rajouter un patch, comme je l'ai mis à côté, c'est 8-10 €. Si vous le rajoutez ici, le maillot, vous pouvez l'avoir à 150, voire 200 € si vous prenez l'authentique. Et oui, c'est 140-150 € les maillots authentiques de chaque club. Et les chaînes nécessaires pour tout suivre sont hors d'autre prix. À vouloir toujours faire gagner plus au club, la Ligue a financé leur train de vie indécent et a éloigné les vrais amoureux du football qui se contentent maintenant de regarder les résumés sur YouTube. C'est vrai, il y en a beaucoup qui ont abandonné le football pour cette raison-là. Le bling-bling, au bout d'un moment, ça va à volo, quoi. Voilà, moi j'adore le football, je ne peux pas m'en passer. Il y a eu une année, il y a quelques années, où je me suis dit, tiens, je vais faire une pause. Voilà, j'ai fait une pause, mais ça a duré 2 semaines. Je suis revenu directement, je ne pouvais pas m'en passer. L'OM, je ne peux pas m'en passer, c'est une drogue. Pablo Longoria qui avait décrit les personnes qui passaient par IPTV comme des voleurs. Vous vous en souvenez? C'est du vol, ils avaient dit. C'est du vol auprès des clubs, vol, parce que vous payez, vous passez par IPTV. Non, non, non. Qui vole à ce niveau-là, moi je dirais? Qui vole qui à ce niveau? Et les maillots, à 100 €, et encore, un page de plus, c'est 8 à 10 € de plus. Beaucoup ne peuvent plus suivre. Ne vous étonnez pas si les gens achètent en Chine ou s'ils passent par IPTV, Telegram et ci et là. Voilà mon petit coup de gueule pour DAZN. Si vous me regardez, abonnement, like, partage et donnez-moi un abonnement gratuit à DAZN que je puisse le partager avec tous mes abonnés. Allez, on enchaîne maintenant avec le coup de gueule. Pourquoi pas aussi sur DAZN, ça vous concerne. Mais que vient faire De Zerbi en Ligue 1? Et il nous dit quoi? Vu les prix des abonnements DAZN, c'était ma seule chance de voir du foot français. Ils l'ont fait un peu bouffi, Roberto De Zerbi. C'est Hostie de la Provence qui nous a dessiné ça. Allez, maintenant on va sur la palette graphique, la palette tactique que je voulais vous montrer, les amis, de cette manière-là. Alors, vous vous en souvenez, ce match-là, c'est quoi? C'est le match Brest. Brest contre l'OM. Alors, je vais vous faire
Un petit passage, une petite phase. Voilà, en 2-3 minutes, ça va durer. Voilà, on a 39 minutes, c'est parfait. Comme d'habitude, quarantaine de minutes mes vidéos. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé de venir dans des lives où on décryptera les rencontres, les actions de but, les actions de pas but, pourquoi pas, des occasions, les actions qu'on a concédées, qu'on a créées, et pourquoi pas même dans le match, quand il faut analyser une phase arrêtée, pourquoi pas aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Là, je vais vous analyser une phase en mouvement, une phase arrêtée, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, on a, vous voyez bien, Brest-OM 0-0, 2 minutes de jeu. Vous vous doutez bien que ça va être le premier but. Je vous l'annonce, je vais vous montrer le premier but de Greenwood. Mais attention, d'une manière différente. Alors là, on voit que le ballon va être rendu à... Là, je fais une phase arrêtée. Déjà, je fais une phase arrêtée, pourquoi? On a le ballon. Alors, on est positionné pour créer du jeu. On voit que notre position est en 4-2-3-1. Voilà, c'est vraiment réglé. Vous avez 4 défenseurs. Vous avez, je vous montre avec mon curseur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Vous avez Brassier ici, Balerdi à droite. On a Murillo et on a Lirola à gauche. Dans l'axe, vous avez Højbjerg ici. Quant à Merlin qui est à la droite, alors que c'est bizarre. Je pensais qu'il était à gauche, mais finalement, il est tout le match à droite. Harit qui est un peu dézoné, il est là, il aurait dû être là dans l'axe, mais c'est pas grave. On est en construction de match. Et en plus, ça va bouger, vous allez voir, je vais vous expliquer. Greenwood à droite, Henrique à gauche et Wai en pointe. Allez, j'enchaîne. Je vous fais des phases arrêtées quand je vous explique quelque chose avec des flèches et tout. Alors là, on a le ballon, on va construire. Alors, vous voyez Balerdi? Alors Balerdi, qu'est-ce qu'il fait là? Il montre quoi? Il montre à Lirola, va écarter, c'est-à-dire va prendre ton aile. Ou alors il montre à Brassier, écarte-toi aussi. En tout cas, il demande à quelqu'un, va de ce côté-là. Regardez, et on va avoir Lirola, je vous montre vite fait, regardez, avec la flèche, comme je vous l'ai dit. Regardez bien Lirola ici, vous voyez là, il va monter dans le dos d'Henrique, ici. Henrique va se réaxer, voilà. Et on a Harit qui est déjà sur son côté droit du milieu. Normalement, il doit être ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il dézone, il y a un joueur qui est sur lui, au moins, c'est cela. Regardez bien l'action. Je vous enlève maintenant le truc, ça va se former. Derrière, on va passer à 3. Vous avez vu, Murillo est là, il va revenir un petit peu vers ici, un peu vers là, voilà. Balerdi va venir là et Brassier va venir là. Regardez bien l'action, je vous enlève les flèches. Regardez bien comment ça se forme avec Lirola qui va monter. Regardez bien en bas. Lirola, Henrique qui repique dans l'axe. Regardez, ça se forme. Brassier qui descend un petit peu pour s'écarter. Voilà, vous avez vu? Là, on a l'appel d'Henrique. Bon, il ne va pas être servi. Par contre, qu'est-ce que ça fait ça, les amis? Regardez bien, qu'est-ce que ça fait ça? Le fait qu'Henrique revienne dans l'axe, ça a amené un défenseur sur lui. Le latéral droit d'ici, de Brest, il repique dans l'axe et il suit Henrique. Vous êtes d'accord? Ça fait que ça laisse le libre couloir ici à Lirola. Et il va être servi par une longue passe de Balerdi. Regardez bien l'action. Hop, je vous montre. Paf. Regardez bien. Hop. La longue passe de Balerdi. Elle va arriver sur la poitrine de Lirola. Tchac. Regardez bien maintenant. Il y a Lirola qui va se réaxer, qui va repasser dans l'axe. Henrique va repasser dans son dos. Regardez bien. Hop. Henrique passe dans son dos. Il va aller sur le couloir. Henrique. Il est sur le couloir. Henrique. Vous voyez ici. Là, Henrique ici. Lirola est repassé dans l'axe. On n'essaye pas de se chevaucher un petit peu. Ouais, il faut que ça soit bien imbriqué. Il ne faut pas qu'il y ait deux joueurs un peu dans l'axe. Lirola à côté de Henrique. Sinon, ça va être le bordel. Donc Henrique lui propose une solution. Lirola va revenir derrière et Henrique va se replacer dans l'axe parce qu'on est en construction. Regardez, Henrique va revenir ici. Et Lirola, il va revenir un peu sur le couloir parce qu'on est en construction. On a le ballon. Si on n'avait pas le ballon, Lirola reviendrait défendre. Et Henrique reviendrait sur son aile. Vous avez compris? Alors j'enlève. Hop. Regardez bien. Tchac. Donc Lirola repasse derrière. On va repasser derrière. Bon là, on va s'arrêter. Hop. Merde, j'ai été trop tard. Voilà, on va s'arrêter maintenant sur la phase arrêtée. Vous voyez que le match, le schéma, pardon. Le schéma. Donc, on va analyser ça comme ça en live, si vous êtes intéressé. On est toujours en 3. Regardez, il y a 3 défenseurs. Les deux milieux, Højbjerg, Merlin. Les 4 lignes offensives derrière l'attaquant qui est Wai, ici. Vous voyez? Ça fait un 3, 2, 4, 1. Effectivement, c'est bien réglé, bien symétrique. On continue? Allez, on continue. Paf. On continue, hop, la création d'occasion, voilà le redoublement de passe. On essaie de créer un espace. Regardez l'espace, comment il va se créer à partir de ce moment-là. Regardez l'espace qui va se créer, je vais vous montrer à quel moment il se crée. Regardez ce joueur-là. Ce joueur-là, normalement, il devrait être ici, au marquage de Luis Henrique. Ce joueur-là qui prend avec l'autre défenseur, Wai, devrait être sur Henrique aussi, si lui, il monte d'un cran. Et malheureusement, personne ne prend Henrique. Henrique va se retrouver esselé. Regardez bien l'action, comment ça va se dérouler. Regardez bien, je vous montre, tchac. Regardez bien, Henrique qui va se retrouver tout seul. Regardez bien, hop, la construction. Voilà, on repasse par le gardien. Regardez, Henrique, il est tout seul. Hein. Henrique, il est tout seul. Regardez, vous avez le joueur ici. Regardez, vous avez le joueur ici. Là, je crois que c'est Chardonnay qui montre Henrique. Il dit, oh, il est tout seul. Eh ben, il faut y aller dessus. C'est une erreur de Chardonnay. Alors que Wai est pris par le défenseur ici. Il aurait dû monter dessus. Voilà, il aurait dû monter dessus et intercepter la passe qui va aller jusqu'à Henrique.
Voilà, regardez bien l'action. Ça continue, on est sur Rouli. Et Rouli, lui, il va trouver Enrique dans l'intervalle, ici. Et c'est pour ça qu'on réclamait avoir un gardien qui soit précis dans les passes. Rouli fait partie de ces gardiens qui sont bons dans les jeux au pied. Et c'est pour ça qu'on voulait un gardien comme Rouli. Ou alors pour Delange. Peut-être que Paul Lopez n'aurait pas fait cette passe. J'ai rien sur Paul Lopez, hein, on ne va pas le critiquer. Mais regardez la passe de Rouli, elle va être précise. Regardez, elle va arriver sur Enrique. Regardez, hein. La passe, hop, il y a l'appel d'Enrique. Vous avez vu l'appel d'Enrique juste avant? Voilà, on va la voir, hop. La passe de Rouli qui va arriver sur Enrique. Et regardez l'erreur aussi. Regardez l'erreur ici. On avait un joueur qui était sur Harit. Il va dézoner pour récupérer le ballon ici. Alors que lui est allé dessus. Il aurait dû laisser aller ce joueur là-dessus et rester sur Harit dans cette zone-là. Harit va passer dans son dos ici et va se retrouver tout seul dans cette zone. Harit va se retrouver tout seul. Quand Enrique va lui détailler, va lui décaler, il va se retrouver tout seul. Regardez l'action. On va continuer. Enrique va décaler. Hop, Harit est tout seul. Regardez, et derrière, regardez bien aussi une erreur. Là, on a Harit qui est tout seul. Voilà, vous voyez. Amavi veut avancer pour Harit pour récupérer le ballon. Il veut avancer sur Harit pour récupérer le ballon. Mais il oublie dans son dos ici. Il y a qui? Il y a Greenwood qui va partir dans son dos. Alors, Amavi va de ce sens-là et Greenwood va dans ce sens-là. C'est pas bon. Quand tu vas dans un sens et dans un autre, l'autre, il aura l'avantage. C'est ce qui a fait la différence sur cette action. Regardez bien. Voilà le décalage qui a été fait. Regardez bien, hein, Greenwood en haut et regardez bien Amavi. Regardez, hop, vous avez vu Amavi là? L'appel, hop. L'appel de Greenwood dans le dos, hop. Greenwood fait un pas vers là-bas. Et Amavi va dans ce sens-là pour aller intercepter le ballon qui est ici, qui va sur Harit. Harit va décaler dans le dos pour Greenwood. Et Greenwood va se retrouver en position d'action. Voilà, on va voir l'action. Je continue. Hop, là à ce moment-là, Amavi est en retard. C'est trop tard. Voilà, il avait la solution aussi. Il y avait une solution aussi pour Greenwood, c'était ce système-là. Regardez, si ce défenseur-là, qui est axial, à un moment donné, il aurait pu repiquer devant Greenwood, mais il a préféré rester sur Wai. S'il repiquait sur Greenwood, Greenwood aurait eu la solution de Wai qui était tout seul. Ou alors, si lui venait sur Wai, il y aurait eu second poteau, Lirola qui était tout seul. Vous comprenez? Ouais, c'est compliqué, mais je trouve que je l'explique bien pourtant. Hein. Je trouve que je l'explique bien. Voilà, et le but qui va arriver de Greenwood au second poteau. Voilà les amis, j'espère que ce petit schéma, cette petite palette tactique vous a intéressé. Si vous êtes intéressé pour des prochaines palettes tactiques comme ça de temps en temps, en après-match, pas le jour de match, le lendemain, peut-être le surlendemain, je vous ferai les détails sur les actions, sur les buts, sur des erreurs défensives, pourquoi pas de l'OM. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire. Ouais, c'est sympa ce que tu nous as montré en fin de vidéo, Seb. Ça serait sympa que tu nous montres déjà dans les vidéos. Et pourquoi pas en live, qu'on détaille pratiquement tout le match. Hein. Toutes les actions, on va les détailler ensemble, en plein live. Si vous voulez passer des bons moments avec moi, on se fera un ralenti du match. On regardera toutes les actions sur les résumés de match qui sont écrits. On regardera toutes les actions, en direct. On verra ce qui a pêché dans toutes les phases offensives comme défensives. Voilà les amis, on va rafraîchir maintenant la page. Alors, la page de quoi? La page de ceci. Alors, pour celui qui m'avait dit Victor Roquet, eh ben, malheureusement, Victor Roquet ira normalement en prêt du côté du Betis. Lui, il veut le rejoindre le Betis. C'est marqué là, la décision de Victor est déjà claire, il veut rejoindre le Betis. Alors, peut-être qu'on peut le concurrencer parce que c'est sur un prêt. Et c'est ce qui nous intéresse à nous. C'est un jeune joueur, peut-être que De Zerbi veut encore perfectionner le joueur ici et là. Donc ce serait intéressant, pourquoi pas, d'avoir un Victor, ok? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'enchaîne, et n'hésitez pas à me dire celui qui me parlait de lui. J'enchaîne avec ceci. Eddie Nketiah vient de conclure un accord personnel avec Nottingham Forest, alors que les négociations avancées avec, vers la phase finale avec Arsenal. Donc 26 millions d'euros, on s'en fout de ça. C'était juste pour vous montrer l'information. Voilà les amis, je pense qu'on a terminé la vidéo, j'ai rien loupé. On va pas regarder les informations de dernière minute, il est déjà 3h30 du matin. Voilà, on a fait 48 minutes de vidéo. La palette tactique a duré 7-8 minutes. Intéressant, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'ai pris plaisir à vous la faire. Voilà, je trouve que je l'ai bien faite. Je pourrais mieux la faire la prochaine fois. Voilà, à faire des phases arrêtées plus précises en enregistrant les lives, en enregistrant les vidéos et en vous faisant juste la petite phase. Voilà les amis, alors je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve, on est quoi déjà? Jeudi. Donc jeudi il n'y a pas de live, il n'y a pas de conférence de presse, n'hésitez pas à vous abonner, like, cloche, partage. Si vous voulez venir suivre sur Twitch, n'hésitez pas, on va faire des lives comme ça, tactiques. Et sinon on se retrouve demain aussi pour la conférence de presse, ensemble. Allez, vive le foot chez Zabache Foot et surtout, le petit bonjour de Papin, il est toujours tout seul hein, pour l'instant, faut lui donner de la force. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao.